Bonjour et bienvenue en à ce numéro de l'info du week-end de ce samedi. Excusez-moi de m'être un peu accroché. Je suis très bien portant et je sais que vous êtes également très bien portant. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois pour cette émission, votre émission qui décrypte, qui analyse et qui prend de la hauteur sur l'actualité. Nous sommes au rendez-vous toujours pour vous informer et les plaisirs et les mêmes. Et les invités ici aussi ne changent pas beaucoup. Alors aujourd'hui, il est question de parler de cette vague de coups d'État en Afrique. On va un peu essayer d'en comprendre les raisons, mais également d'en déduire les conséquences. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, ça a commencé. Aujourd'hui en Afrique centrale, est-ce que la RDC a-t-elle quelque chose à craindre là-dessus? Donc coup d'État en Afrique, raisons et conséquences, et la RDC dans tout ça. Mais je ne pouvais pas commencer cette émission sans dire un mot à la population de Goma, à qui je m'associe pour vraiment présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, à tous les blessés et présenter des réconforts. Ce qui s'est passé est inadmissible et nous espérons que la justice fera son travail et que les victimes seront remises dans leurs droits. C'est écœurant. J'ai vu des vidéos hier, comment est-ce que les gens sont morts, comment on traînait les gens par terre. C'est écœurant ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est toujours à Goma que ça se passe. Mais nous attendons, parce que le gouvernement a dépêché une délégation et des enquêtes sont déclenchées. Nous attendons des enquêtes en cours. Je ne peux pas parler du sujet non plus, vu sa sensibilité, mais j'associe quand même ma voix à tous ceux qui ont pris la parole pour dire que c'est inadmissible. Et une autre chose, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on évite de politiser les faits tragiques et dramatiques. Il est vrai que ce qui s'est passé, c'est passé, on attend les conclusions. Si les erreurs se sont faites du côté du FRDC, on voudra que la justice soit faite et que les gens qui ont commis tous ces massacres-là soient condamnés, mais après il faut arrêter de politiser ce qui se passe. En ce moment, tout ce que les familles des victimes veulent, c'est des moments de deuil, qu'on leur vienne en réconfort, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Je profite aussi, avant de commencer, pour souhaiter, pour présenter mes condoléances à une famille qui m'est chère, la famille Mazimi, à Madame Jemima, qui a perdu son père. Je crois qu'on enterre aujourd'hui. Nos sincères condoléances. Alors, on va reprendre l'ambiance de cette émission. Comme d'habitude, je suis accompagné de Maître Eric Kosisaka, Nixon Ngenda et Dieu merci Monique qu'on n'aurait pas vu depuis quelques numéros. Et M. Dan Chibangu qui nous a promis qu'il va venir. Sa chaise est là, on espère qu'il va venir. D'abord, Maître Eric, je voudrais, comme je disais tout tantôt, sans politisation aucune, mais je voudrais avoir votre appréciation, votre sentiment sur ce carnage-là qui s'est passé à Goma. Vous avez lu le communiqué du gouvernement. Aujourd'hui, on fait état d'un bilan de plus de 50 morts, énormément de blessés, tous par balles. Et des vidéos montrant des hommes en uniforme en train de tirer des cadavres et en train de massacrer les gens. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça, Non, c'est écœurant, c'est affligeant. Comme vous, je présente mes condoléances aux familles. C'est difficile de commenter une enquête en cours. On attend de voir, comme vous dites, je pense pas que ça, j'espère, mais je ne pense pas que ce sera politisé. C'est tellement grave, donc on attend de voir l'établissement des responsabilités. J'aimerais dire en tant que Congolais, mais en tant que Kinois, parce que nous on est à Kinshasa, il y a un discours que je n'aime pas, que je déteste, c'est souvent de dire que non, à Kinshasa les gens s'en foutent. Donc s'il y a est sensible à la question. Oui, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui sont à l'est du pays, sachez que ça nous touche comme si c'était à Vandal, comme si c'était à Kitambu. Donc c'est inadmissible. Quels que soient les coupables, la peine de mort est toujours d'actualité en RDC, donc il mérite la peine de mort. Je vous remercie. Votre mot à propos. C'est effroyable. Hein. Je crois que là, on s'accorde à dire pratiquement la même chose. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Déjà, nous sommes dans un pays où on survit, comme on le dit. Et ajouter à cette souffrance-là encore
une autre, et qui est cette fois-ci effroyable, et ce n'est pas tolérable. Moi, je crois que les responsabilités vont s'établir, et laissons la justice. Ayons confiance à la justice, parce que si quelques têtes, déjà, personne essaie de politiser, je crois que elles n'ont pas tout à fait tort. Hein, parce que d'accord avec la politisation je prends l'angle de ceux qui condamnent ou qui remettent en cause les responsabilités, ou jusque là la responsabilité du gouvernement, parce que ça va aussi dans ce sens-là, déjà. Et moi, à mon avis, j'estime qu'un ventre affamé n'a pas une oreille, comme on dit. C'est-à-dire, à force d'être affamé, on peut faire des choses. Donc, vous allez justifier un massacre, ça non, cela ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas mangé, qu'il faut prendre son calage ou je ne sais quel type d'arme. Non, peut-être vous pouvez les remettre en cause, mais c'est un fait. Donc ne nous voilons pas la face, c'est un fait. Ça veut dire cette partie de la population a marre de quelque chose. Mais peut-être que les moyens auxquels il a fait recours, n'est pas correct, mais il semble même que la marche n'avait pas encore commencé. Il semble, hein, moi j'évite vraiment qu'on rentre dans ces débats-là. Il semble qu'on est venu un peu faire tout ça bien avant que les gens les marchent. Mais je vais prendre Nixon. Ouais, comment vous voyez la politisation de tragédie chez nous? Ça veut dire, comment vous vous expliquez le fait que les acteurs politiques n'ont aucune sensibilité sur des questions d'ordre humanitaire à ce point-là, et puis ils jonglent pour faire des calculs politiques dessus? Comment vous le vivez? En fait, je trouve ça déplorable. C'est aussi un manque de sens de l'humanité. Au-delà des calculs politiques et tout ce qu'on peut avoir, il faut parfois parvenir à dépasser les velléités. Ce qui s'est passé à Goma, c'est on ne peut pas politiser la chose. On ne peut pas dire que c'est parce que l'un est au pouvoir et l'autre a fait ceci. Non. On doit constater ce qui s'est passé. On a des images aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information. C'est terrible, c'est terrible. Et on voit des militaires qui sont en train de bouger des corps, tout ça là, sans vie. Et je vous dis que, en fait, personnellement, je ne peux que joindre ma voix à la vôtre et présenter mes plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Mais aussi, je demande à ce qu'il y ait une justice sévère et qu'il y ait des responsabilités soient établies et que la justice fasse son travail. C'est inadmissible et ce n'est pas tolérable du tout. Et ce n'est pas excusable. Il n'y a pas d'excuse qu'on peut trouver pour justifier pareil acte. Il n'y a pas d'excuse. Donc, il n'y a pas de rapport entre la fin et il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Donc, c'est une population qui est en droit de marcher. Nous sommes dans de revendiquer le droit, effectivement. C'est tout à fait. Et sur une question suffisamment légitime, voilà. C'est une question de sécurité. Il n'y avait pas lieu de tuer les gens. Il n'y a pas du tout. Pas du tout. On espère en tout cas, pour ne pas s'éterniser là-dessus, on espère en tout cas que la justice fera son travail. Mais moi je ne suis pas très d'accord avec je ne suis pas juriste, hein, mais je ne suis pas très d'accord avec cette manie-là d'aller en procès flagrant pour juger un peu rapidement les choses. Moi je pense que quand il y a des erreurs, s'il y en a, il faut peut-être creuser un peu plus profondément, parce que j'attends le gouvernement dire qu'un procès en flagrant, ça sera fixé pour juger le coupable. Il faut qu'on sache exactement qui a donné l'ordre et les militaires ont exécuté à quel type d'ordre et tout ça. Il y a même une mission du gouvernement. Effectivement, il y a une mission du gouvernement qui est allée sur place. Là, si vous permettez, Elie, oui, allez-y. L'un n'empêche pas l'autre. La flagrance, c'est un dispositif prévu en droit congolais. Ouais. C'est-à-dire qu'en droit congolais, lorsque une infraction se fait à l'instant, c'est-à-dire que la population on voit que, par exemple, M. X a commis, on sait qui c'est. La procédure de flagrance qui est prévue dans le code pénal, le code de procédure pénale congolais, je pense que c'est l'article 7, si je ne dis pas de bêtises, permet à ce que
on emmène les prévenus directement devant le tribunal en 48 heures. Parce que c'est au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est parce que c'est comme le dispositif le dit, c'est flagrant. Mais c'est aussi la pertinence du procès. Ça n'empêche pas. La pertinence du. Est-ce qu'un procès en flagrance peut pertinemment soulager les victimes ou leurs familles? Bien sûr. Un procès qui prend quand même du temps où il y a non, au contraire. Allez-y. Au contraire, ça n'empêche parce que. Mais l'infraction individuelle, lorsqu'on voit X en train d'égorger Y, quelle enquête vous voulez encore? Par exemple, dans le cas de Goma, si jamais il y avait une hiérarchie qui a de donné l'ordre. Oui. Mais justement, non, c'est là qu'on vous dit qui a donné l'ordre. Ce n'est pas la même infraction. Vous comprenez? Ce n'est pas la même infraction. Ça veut dire qu'on peut fixer un procès en flagrance pour les gens qui ont commis ces actes-là, voilà, et ensuite continuer d'autres procès pour établir d'autres responsabilités. Le ministère public continue de faire son action. Ça, de toute façon, ce monsieur ici, il doit être condamné. Ça, c'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. Oui. Merci beaucoup pour ces mots-là. Je crois qu'on a été suffisamment clair à la population de Goma qui traverse cette tragédie avec beaucoup de peine. Nous sommes de cœur avec vous. Kinshasa n'est pas que le bastion de l'ambiance, comme on aimerait le faire croire. Les gens sont très sensibles. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont énormément réagi à ces vidéos. La preuve, nous venons de prendre à peu près 10 minutes ici pour montrer combien on réagit à ce qui se passe, combien c'est inadmissible. Alors, on va parler des coups d'État. Récemment, ici, un autre coup d'État a fait éruption, cette fois-là en Afrique centrale, alors qu'on savait c'est un phénomène plutôt sahélien, on va le dire comme ça. Le président proclamé, selon la commission électorale gabonaise, on va dire ça comme ça, a été mis en résidence surveillée. La garde républicaine a récupéré les pouvoirs. Aujourd'hui, on est en train de dire que c'est plutôt une guerre des clans. On ne va vraiment pas s'intéresser au coup d'État du Gabon, mais la question qu'on se pose, il y a une vague de coups d'État en Afrique en ce moment. Et moi, la première question que je pose, c'est la question de raison. Qu'est-ce qui justifie le fait aujourd'hui qu'en 3 ans, on a à peu près 5 coups d'État en moins de 3 ans, que les militaires se révoltent contre la gestion politique des États en Afrique? Quelles en sont les raisons? En fait, les raisons sont multiples. Je dirais qu'il y a des raisons extérieures et intérieures. Je vais commencer par l'extérieur. Vu de l'extérieur, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine mutation. Un nouvel ordre mondial est en train d'émerger. Et au vu de cela, toutes les cartes sont en train d'être évacuées. La Russie, à travers l'organisation des BRICS, s'affirme de plus en plus comme le BRICS s'affirme comme étant un bloc économique à part entière, qui pèse à part entière et qui peut faire face au G7. Et la Russie aussi dans sa politique étrangère s'affirme de plus en plus comme, au-delà d'être une grande puissance militaire, comme une vraie puissance diplomatique, comme une vraie puissance économique également. Et au vu de cela, il y a une confrontation entre l'Occident et l'Orient, qui est représenté par la Russie, la Chine et d'autres petites puissances. Et je pense, c'est en tout cas mon point de vue, que ces coups d'État sont justement l'expression africaine de ces combats-là. Donc la Russie s'en prend à l'empire colonial français. C'est clair. Parce que, et ça passe par l'Afrique. Bien entendu, l'empire colonial français, c'est l'Afrique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, vous estimez que c'est de la stratégie tout simplement d'une géopolitique, on va dire, internationale? C'est la raison extérieure. Ça, c'est la raison extérieure, une géopolitique internationale qui est en train de bouger. Et on voit la particularité qu'il y a entre tous ces coups d'État et que ces coups d'État se font dans des colonies, dans des anciennes colonies françaises, dans la zone France-Afrique, qui s'assoit dans les Sahel, même en Afrique centrale, ici au Gabon. Vous voyez? Donc il y a toujours une manipulation extérieure, si je vous comprends. Bien entendu. Pourquoi lorsqu'un régime militaire viendrait, et tous ces régimes militaires, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, ou sauf peut-être le Tchad, au Niger, le Tchad, c'est avant, c'est tout ça. Et au Niger, ils ont pris la même direction, c'est-à-dire
un revirement à 180 degrés, quitter l'Alliance française, qui était un partenaire privilégié, et ils sont tous partis du côté de la Russie. On voit aujourd'hui ces mouvements-là, et ça, on voit clairement la présence du groupe militaire Wagner en Russie. Voilà, on chasse les médias français, on ferme les chaînes de télévision françaises. Le leader de Putsch n'est pas traité avec Wagner, la plupart n'acceptent pas. C'est les actes qui confirment les vraies intentions. On voit clairement qu'il y a la Russie derrière tout ça. Et en Afrique centrale, au Gabon également, ces mouvements-là. Mais je ne dis pas que le Gabon, c'est aussi la Russie qui a commandité ça. Moi, je pense qu'au Gabon, c'est plus, voilà, c'est plus une révolution des palais qu'un vrai coup d'État militaire orchestré par les Russes. Mais il y a une autre raison intérieure, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit clairement que ces régimes militaires, parce qu'on a déjà connu cette vague de coups d'État militaires en Afrique, dans les années 60, juste après les indépendances. Aujourd'hui, la particularité, on voit que ces régimes militaires sont soutenus par les populations. Oui. Ils ont l'aval, le soutien de la population. On a vu avec le bras de fer, on l'a vu entre le bras de fer qui a opposé le Niger et la CEDEAO. Vous voyez? Donc la population nigérienne... Et aujourd'hui, c'est le peuple qui va revendiquer tout le jour devant l'ambassade française. Il faut se poser la question. Pour que l'ambassadeur s'en aille. Voilà, pourquoi? Parce que déjà, les systèmes démocratiques, cette démocratie de façade qu'on nous a imposée, c'est un système qui n'a pas été pensé ou conçu nu par nous, et qui a été conçu et pensé pour et par les Occidentaux. Et la population n'en veut plus, puisque ça ne marche pas. C'est une démocratie de façade qui a privilégié des régimes autoritaires et des dynasties, comme au Gabon par exemple. 42 ans avec Omar Bongo, et 14 ans avec son fils. 56 ans que le Gabonais se tape du Bongo. C'est grave. Je peux être d'accord avec vous sur le cas Bongo, mais sur le cas nigérien, par exemple, le président Bazoum a été correctement élu. Personne n'avait contesté les élections. Tout s'est bien passé. Au nom de quel échec démocratique peut-on justifier un putsch? Je vous reviens. Je ne trouve pas cette justification-là. Correctement, là n'est pas le mot. Il n'y a pas eu de contestation, qu'on sache. Il n'y a pas eu de contestation. Les élections se sont passées dans quelles conditions? Les opposants, les vrais opposants de l'ancien président, il s'appelle Mohamed Youssoufou. Voilà, ils ont été mis en prison. Et on a limité la liberté d'expression pendant les élections présidentielles de Mohamed Bazoum. C'est en fait un président préparé, orchestré et validé par le système France-Afrique qui a été mis au pouvoir. Et plusieurs fois, ces présidents aillent à faire l'éloge des terroristes au détriment de ces militaires. Vous voyez? C'est un type manipulable à souhait, un vrai pantin de la France-Afrique qui a été mis au pouvoir, et aujourd'hui, on en voit les résultats. La population ne veut plus de lui. Il ne représente plus rien pour les Niger. Dieu merci. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que le coup d'État qui se passe en Afrique, qui a commencé au Sahel et aujourd'hui ça commence à rentrer dans l'Afrique centrale, l'une des causes, c'est les changements des enjeux internationaux? Vous pensez qu'on va encore là, comme l'autre fond de l'histoire, être victime des manipulations extérieures pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres? À mon avis, déjà, on doit retenir une chose. Les ordres mondiaux s'établiront toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'un ordre mondial s'établisse. Donc, à ce niveau-là, c'est un faux débat. Parce que pour moi, j'estime que c'est un vent qui va toujours venir. Ça ne va pas s'arrêter. La question n'est pas là. La question, c'est notre positionnement dans ces changements-là. Oui. Par rapport à ces changements, dans un contexte africain, je crois qu'on fait toujours, tout le temps, un faux discours au nom de la démocratie. Parce que je vais vous donner un exemple. Omar Bongo, pardon, Ali, d'abord, on commence par Omar, il a fait combien? Il était là depuis 67. Depuis 67. Son fils qui répond en 2009. 14 ans au pouvoir. Est-ce c'est la démocratie qui lui a permis de faire 14 ans au pouvoir, ou est-ce
c'est par sa propre, parce qu'il s'est vu revêtir d'un pouvoir absolu. Bah, il a organisé les élections. On peut dire que c'est la démocratie. Effectivement. Ce n'est pas fondamentalement une question démocratique. C'est lui. En fait, il se voit comme un dictateur. Donc il n'y a pas lieu de remettre les systèmes en cause, il faut remettre la personne en cause. Moi, je remets tout le temps les hommes en cause. Ce n'est pas le système. Le système démocratique n'a rien à voir. Parce qu'on raisonne de quoi? Moi, j'étais aujourd'hui au pouvoir, j'arrive au pouvoir. On me donne 10 ans par exemple. Au nom de quoi j'aimerais faire autant d'années au pouvoir? Et même la population aurait compris quelque chose si je m'éternise au pouvoir et qu'il y a un résultat pour cette population-là. Quand même, la population va comprendre que non, voilà, Dieu merci, bon, bien qu'il s'éternise au pouvoir, mais quand même, le social, il est là, l'emploi, tout le monde. Donc la démocratie, une bonne vie. La démocratie n'est pas un problème. La démocratie n'est pas un problème. L'Afrique souffre d'un problème d'homme, des qualités d'homme. L'Afrique souffre d'un problème d'homme, parce que nous avons cette mentalité-là de s'imposer, de durer pour rien faire. C'est ça le problème. La démocratie ne l'exige pas. Dure avec le temps qu'on vous donne, mais faites quelque chose pour cette population. Je vois que... Vous donnez la parole à Maître Rick. Oui, je vois qu'il est en train, il voudrait réagir. 14 années, vous n'avez rien fait. Au nom de quoi vous voulez demeurer au pouvoir? C'est ça le danger. Maintenant, la population, comme elle n'a pas de moyens de bouter dehors tout dirigeant qui c'est comme ça que les militaires ont compris ces soucis-là. Parce qu'eux-mêmes, ils font partie de la population. Vous trouvez... N'écartons pas les militaires. C'est pas un peu contradictoire dans votre logique, parce que vous dites que la démocratie n'est pas un problème, mais entre-temps, vous trouvez légitime que les militaires viennent chasser les hommes qui s'éternisent au pouvoir, qui viennent par des voies démocratiques. Au nom de la démocratie, ils le font au nom de l'individu qui est au pouvoir, qui veut s'éterniser au pouvoir, sans résultat. Ça met en mal les processus démocratiques quand même. Non, bon, moi, quand on a une junte militaire à la tête du pays, c'est pas un système démocratique. Ce n'est pas l'ordre constitutionnel, comme on aimerait le dire. Bon, mais tout système politique, mais tout régime politique rencontre toujours des problèmes. C'est ça l'effectivité dans une certaine limite de quelque chose. Mais il ne faut pas remettre totalement en cause la démocratie. Maître Rick, je vois que vous bouillez, vous voudrez réagir, allez-y. En tout cas, et on profite pour saluer Dan. Hein. Bonjour Dan, qui est arrivé un peu en retard. En tout cas, allez-y. Sur un point de vue personnel, Dieu merci m'a manqué. Mais sur un point de vue des idées, vraiment, il ne m'a pas manqué. Pas du tout. Il y a un historien, dont j'ai oublié un peu le nom, qui dit tout est physique chez les masses, tout est moral chez les individus. Je crois que c'est Auguste Comte. Ouais. On ne peut pas ne pas faire une analyse sur les systèmes. Il y a les responsabilités des individus, oui, et aussi les systèmes. Lorsque vous allez dans un milieu défavorisé, vous dites, oh ben c'est pas une question que les gens soient pauvres ou pas éduqués, il faut juste arrêter les individus. Mais vous ne réglez pas la question. L'environnement influence... C'est ça le rôle d'une bonne analyse. Il ne faut pas oublier que les Français eux-mêmes ont dit que l'élection entre Ali Bongo et Jean Ping, il avait truqué. Les Français l'ont déclassifié ça eux-mêmes. Qu'ils avaient fait gagner Ali Bongo. C'est connu. C'est connu, c'est pas une théorie du complot. Robert Bourgi l'a dit. Il l'a dit, effectivement. Il a dit à la télévision, c'est connu. Donc on ne va pas nous parler comme si c'est... Oh, non, non, il y a un système qu'il faut déboulonner. Les gens en ont marre. Une chose qu'il faut ajouter... Mais les élections truquées, c'est pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis également, les élections ont été truquées. Bien sûr que c'est pas qu'en Afrique. Mais les conséquences sont diverses. Effectivement. On n'en est pas à ce point-là. Vous comprenez? Et puis, une chose par rapport à... Mais il n'y a pas un peu de raison dans ce qu'il dit. Parce que si les États-Unis peuvent truquer les élections et que ça n'a aucun impact sur le processus de développement ou de l'émergence sociale, pourquoi est-ce que chez nous, on pense que le fait de truquer les élections impacte directement notre quiétude sociale? Qui dit que ça n'a pas d'impact aux États-Unis? Il y a combien d'élections aux États-Unis? Faudrait-il mesurer? Il y a eu des élections truquées aux États-Unis, c'est clair. Mais ce n'est pas systémique. Là, je suis d'accord. Chez nous, c'est systémique, de 1. De 2, nous sommes de nouvelles démocraties. Ali Bongo, c'est le 4e président du Gabon. C'est le 2e. Le 2e. Les États-Unis sont au 44. Le troisième.
Dieu merci, j'ai oublié le pire président de l'histoire de l'Afrique, Léomba. Seigneur, épargne-nous de ce monsieur. Allez-y. C'est le 3e. Oui. Les États-Unis, ils sont au 46e président. Vous comprenez? Il faut comparer le comparable. Effectivement, leur système n'est pas parfait, mais leurs institutions tiennent. Chez nous, on n'en est pas là. Vous comprenez? La triche est probante. Pour répondre à la question des raisons. Des coups d'État, d'abord je dirais que... Quelles en sont les raisons? Il y a des mouvements politiques ou sociaux, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, qui sont contagieux. Comme dans les années 60, effectivement, ben, on regarde, on dit, ben, on est dans la même situation. Regardez ces pays-là, on se rend compte, on en a parlé dernièrement ici, c'est trop frais, il faut qu'on attende. Quelques semaines après, on a un nouveau. Mais c'est toujours le précaré français. Hein. C'est eux-mêmes qui ont appelé ça, le précaré français. C'était un des éléments qui leur a donné la puissance durant la guerre froide. Effectivement. Le précaré français. Aujourd'hui, les Français disent que non, on a fait ça parce que les Africains voulaient qu'on reste, tout ça. Bon, bref, c'est le précaré français. Une chose qui change, je suis d'accord avec l'autre intervenant, M. Nixon, c'est que, remarquez cette fois-ci, on voit la réaction des peuples. On voit que quand même, les gens sont contents. J'ajouterais aussi que... Oui, mais qu'est-ce que ça change que les gens soient contents? Parce que, oui, mais à quoi ce que Nixon dit, on est juste passé de la manipulation française à une manipulation russe. Non, que ça plaise au peuple ou pas? Je ne suis pas d'accord, je vais y venir. J'y viens. Très rapidement alors. Il y a une autre chose, c'est aujourd'hui en Afrique, l'information circule plus que dans les années 60. Effectivement. Grâce aux réseaux sociaux. Les gens ne sont pas forcément plus éduqués, mais ils sont plus informés. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on sait plus ou moins ce qui se passe. Il y a les lanceurs d'alerte, qui sont, pour d'autres, on dit, sont des opposants, mais il y a des lanceurs d'alerte. On connaît les scandales financiers, on connaît ce qui se passe à l'intérieur des palais. Donc, on sait quand une élection s'est bien passée ou pas. Sur base de quoi on sait qu'aujourd'hui, au Gabon, on va vers une révolution de palais. C'est parce que les gens disent que lui, en fait, le monsieur qui a fait le coup d'État, c'est un cousin au Bongo. Effectivement. Et qu'il est de l'aile Pascaline. Pascaline et la sœur aînée de Pascaline et Ali se sont affrontés. Pascaline, le cousin qui a fait le coup d'État, ils ont une alliance avec Jean Ping. On va voir comment ça va se manifester. Pascaline qui est l'épouse de Jean Ping. Sur la Russie, son ex-épouse. Sur la Russie, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne pense pas que la Russie soit derrière tout ça. Mais je pense que le nouveau positionnement de cette Russie-là donne aux Africains une forme de confiance. Non, les gens se disent qu'on a une autre option que l'Afrique. Parce que à l'époque, quand tu fais un coup d'État, tu dois rentrer discuter avec les Français. Et c'est les Français qui vont dire, bon, tu restes ou tu restes pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un autre interlocuteur. Oui, Léomba, je vous rappelle, il a eu un coup d'État. Les Français l'ont remis là. Et il a fait l'interview la plus ridicule de l'histoire de notre pays, de notre continent. Il remercie les Français, merci, tout ça. Je vais prendre Dan qui venait d'arriver, comme je disais. Dan, est-ce que vous estimez aujourd'hui, première question, que le coup d'État qui se passe en Afrique sont sous l'influence simplement de ces changements de paradigmes internationaux où on passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous pensez que c'est de révolution populaire, du fait que le peuple salue ces retours militaires au pouvoir de différentes jeunes? Très bien. Bon, pour répondre à votre question de manière précise, la conséquence, ou la cause, pardon, de ces coups d'État tient finalement en une seule cause: l'effondrement des États et des administrations africaines. C'est ça la cause principale de ces coups d'État. Des institutions fortes, un État fort, capable de juguler les velléités putschistes du corps militaire, n'aurait jamais permis à ce que cela puisse se dérouler. On l'a vu aux États-Unis, les institutions fortes des États-Unis, quand bien même la popularité du président américain Trump était à son zénith, il s'est avéré que
les institutions judiciaires, les institutions politiques ont suivi leur cours et on ont maîtrisé la situation. Bien que le Capitole ait été pris d'assaut par les militants politiques, oui, des procédures judiciaires ont été conduites par la suite, mais les institutions ont montré leur force et leur pérennité. Et il faut comprendre une chose, parce qu'il faut partir de ce principe-là, que le délitement de l'État, l'effondrement d'un État, ne concourt pas à la disparition du pouvoir. Mais en réalité, à sa privatisation. C'est ça le problème. C'est ça l'élément qui démontre... On a vécu avec les Bongo, la famille Bongo. C'est que l'État a été privatisé. L'administration publique, les services de l'État, les services publics, tout a été privatisé. Mais au Niger, c'était pas privatisé. En Burkina Faso, c'était pas privatisé. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Il y a une faiblesse des États en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Encore qu'il faut étudier la question en Afrique anglophone, pays par pays, mais même en Afrique anglophone, vous voyez que le jeu politique, le système démocratique est fluide, permet, comme on le voit au Kenya, dernièrement il y a eu des élections il y a 2 ou 3 ans avec le nouveau président, on l'a vu en Zambie dernièrement, on ne parle même pas du Botswana qui est un miracle démocratique. Vous voyez qu'il y a une fluidité des institutions, il y a un jeu politique, un système démocratique qui permet l'alternance sans violence et qui laisse libre cours à l'expression politique. Quand le système, justement, l'État est privatisé, cadenassé, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est la prise de pouvoir par la force. Et c'est pourquoi, je vais peut-être m'inscrire en faux de l'opinion enthousiaste qu'on a pu voir ici ou là, et même, c'est que on peut comprendre la joie, la satisfaction d'une population qui voit une famille qui dirigeait depuis presque 56 ans à quitter le pouvoir. Mais en réalité, c'est un retour en arrière qui peut être un bond en avant. C'est un retour en arrière vers un système, parce qu'on parle de transition actuelle, qui aujourd'hui, dont on peine aujourd'hui à voir l'issue. Moi j'ai une autre question à vous poser. Cet effondrement des administrations de l'État en Afrique que vous justifiez par la privatisation du pouvoir, comment vous expliquez cette privatisation du pouvoir? Est-ce que parce que les démocraties à l'africaine donnent très peu de temps aux chefs d'État, que les gens ont tendance à privatiser le pouvoir pour accomplir des projets lourds, ou est-ce en raison d'autres questions, je pense par exemple à des questions sécuritaires, qui demandent de réponses à long terme et compagnie, parce que le Sahel, on parle quand même beaucoup de la question sécuritaire. Sur la question de la privatisation de l'État, par les détenteurs des parce que vous dites que c'est ça la justification principale de l'effondrement des États. Bien sûr, ça donne lieu au coup d'État. C'est ça la cause principale. Sur la question des causes qui ont conduit à la privatisation des États, on peut... Est-ce que c'est la durée de mandat? Non, c'est pas une question constitutionnelle ou juridique. C'est plus une question culturelle, en réalité. C'est de considérer que les hommes forts sont à eux seuls capables de diriger une nation. C'est pas un peu notre... C'est la culture justement politique de l'homme fort. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas intrinsèque à nous, cette culture-là? Oui, c'est une question culturelle. C'est une question culturelle qui est partagée par un nombre de pays africains. On l'a vu ici avec le maréchal Mobutu, ils l'ont vu au Gabon avec Omar Bongo, et on le voit encore dans certains pays où les hommes politiques, après moult décennies au pouvoir, continuent encore à se représenter. Si c'est culturel, notre problème alors reste le système démocratique. Qui vont en contradiction avec cette culture d'homme fort. Mais est-ce que... Oui, mais justement, c'est ça. Notre culture, justement, prône l'homme fort à la place d'institutions fortes. Et c'est la règle de droit. Exactement. Et c'est la règle de droit. C'est le droit en réalité qui est capable de juguler, de contraindre les expressions individuelles de vouloir se maintenir au pouvoir. C'est par le droit, c'est par les textes et c'est par les institutions qu'on peut s'en sortir. Et pas par les individus, encore une fois.
Donc, si vous me demandez de répondre à cette question, moi, après, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a la question géopolitique, il y a la question intérieure aussi, intérieure à ces pays-là. Mais la question étatique, pour moi, est primordiale. On va revenir sur ce débat-là, mais je voudrais d'abord prendre la réaction d'un ancien président français, François Hollande, qui a été interviewé par le confrère de France Info, qui donne lui aussi ses raisons de cette vague de coups d'État. On va l'écouter et puis on va revenir commenter ça. Il y a eu ensuite le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Niger, et maintenant le Gabon. Cet effet de contagion, c'est parce que les militaires se sentent les coups des franches ? Je pense qu'il n'y a pas eu de réaction suffisante, y compris de la France d'ailleurs, mais de la communauté internationale et de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest qui, avec l'OUA, est chargée quand même d'accompagner des processus électoraux et démocratiques. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. Ce n'était pas dans n'importe quel pays, c'était au Mali, là où il y avait eu une guerre contre le terrorisme, il y avait toujours une guerre contre le terrorisme, là où il y avait eu un processus électoral, là où il y avait un président qui, même s'il était contesté, était légitime, et il y a eu une forme d'acceptation de ce premier coup d'État. Donc les militaires se sont enhardis, ça a été ensuite donc le Burkina Faso, la Guinée, d'une certaine façon le Tchad et le Niger a été d'une certaine façon les dernières étapes. On pensait que ça pouvait s'arrêter là, on voit bien que le Gabon est également concerné, sans doute pour d'autres raisons. Mais quand on y réfléchit, pendant des années, il y a eu, de manière plus ou moins chaotique, des processus électoraux en Afrique. Et nous pensions tous, dans le cadre du respect que nous avons pour les Africains, qu'il y aurait, d'une certaine façon, l'installation d'institutions solides en Afrique. On voit qu'il n'en est rien. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des influences étrangères, et notamment des régimes autocratiques, la Russie et la Chine? C'était donc François Hollande, l'ancien président français. Il estime, lui, que c'est d'abord, la première des choses, c'est que cet effet domino-là des coups d'État est dû à l'absence d'une réaction claire et nette de la communauté internationale. C'est la première raison. Et la deuxième raison, à mon avis, qui me semble assez fondamentale, ce qui dit que ces coups d'État arrivent à la suite des processus électoraux non crédibles, pas clairs, et qui ne satisfont pas aux attentes de la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? À moitié. Je suis d'accord à moitié parce que, premièrement, François Hollande, c'est un ancien président français. Effectivement. Il connaît la machine, la France-Afrique et tout ce qu'il y a. Il maîtrise bien les choses. Ouais. Moi, je pense que quand il parle des institutions fortes ou de la réaction de la communauté internationale, c'est un peu comme si les coupables essayaient un peu de porter... De donner des leçons. Voilà. Parce que déjà, la problématique est qu'aujourd'hui, on a des dictateurs en Afrique, entre guillemets, mais des gens qui se sont pérennisés au pouvoir, qui ont fait des décennies, multiples décennies au pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'on peut vraiment appeler dictateur? Quelqu'un qui arrive à changer une constitution pour passer, par exemple, de quinquennat à un septennat, de 2 mandats à 3 mandats, est-ce que c'est vraiment la dictature? Quelqu'un qui tient le pouvoir par la force ou par la puissance, parce qu'il tient l'armée, parce qu'il tient les institutions, parce qu'il a l'argent, il a les finances. En quelque sorte, ça c'est constitutionnel, c'est nos constitutions qui établissent les chefs d'État. Oui, mais quelqu'un qui va au-delà de ce qui est prévu, qui ne respecte pas les textes, qui dirige par la force, même sans la volonté du peuple. Parce que dans un État démocratique, quand on modifie, parce que moi j'ai l'impression que nous également, on a une forme de biais dans notre façon de réfléchir. Quand j'arrive à modifier la constitution de mon pays et que je passe de 2 mandats à 3 mandats, est-ce que ça fait de moi un dictateur? Dans un État démocratique, à qui appartient le pouvoir? Qui est le détenteur du pouvoir? C'est au peuple. Voilà. Quand je fais voter une constitution par référendum, c'est le peuple qui décide. Mais quand c'est par référendum, quand c'est crédible, quand c'est fait de façon crédible, là on comprend. Mais quand c'est après trucage et malversation, tout ça là, alors là ça pose problème. Vous voyez? Quand c'est dans l'objectif tout simplement de se pérenniser, parce qu'un homme d'État ne pense pas
pense pour les générations futures et pense pour met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Et aujourd'hui, permettez-moi de finir. La France a eu, ces présidents-là se sont éternisés ou pérennisés au pouvoir grâce à la bénédiction de la France. C'est la France qui a protégé tout simplement ces gens-là pour pouvoir s'éterniser au pouvoir pour des intérêts de la France au détriment des peuples africains. Maître Eric, est-ce que sur un champ international, c'est vrai qu'on va un peu dans tous les sens, mais c'est très intéressant ce qui s'est dit, est-ce que sur un champ international, sur les jeux des États, on peut reprocher à un État d'étendre sa puissance? C'est la première question. Et la deuxième question, par ambition de la puissance, peut-on reprocher à un État de s'ingérer de manière, je veux dire, qui ne gêne pas autant le droit des pays, je sais pas moi, autochtones ou tout ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut reprocher, par exemple, à la France de vouloir des présidents avec qui elle a la facilité de discuter? Ça, c'est les deux premières questions. Et la deuxième question, je rebondis sur ce que Nixon disait. Modifier la Constitution, la faire accepter au peuple, pour passer d'un mandat court à un mandat long, est-ce que c'est une dictature? Bon, je commence par la deuxième question. Oui. Dictature, ce mot vient d'où? À la base, si je dis pas de bêtises, c'était pas péjoratif. Je pense que dans la Rome antique, ils avaient, qui était une démocratie avant César, où eux, ils avaient même deux présidents en même temps, et des mandats très courts, c'était un mandat de 2 ans, ils appelaient les consuls. Effectivement. Ben, il y avait une mesure exceptionnelle lorsque l'État est en danger, où on permettait à un homme d'avoir des pouvoirs très étendus. Absolus. Donc le Parlement s'éteignait, il faisait tout. C'est lui qu'on appelait le dictateur. C'était une mesure. Après, c'est un mot très péjoratif, parce qu'il nous vient des Européens aussi. Avec leur expérience. Qui a eu de grands dictateurs. Et Louis XIV, Napoléon et compagnie. Ok. Bon, je ne vais pas mettre les Staline, Hitler, tout ça. Parce qu'ils ont eu les conséquences de leur pouvoir étaient très négatives. On ne va pas comparer Staline à Mobutu. Donc pour moi, c'est ce mot-là, il y a des nuances à voir. Ensuite, par rapport au pouvoir en Afrique, je ne suis pas d'accord que ce soit culturel. Je ne suis pas d'accord que ce soit une question africaine. Je pense que tous les peuples, dans une histoire de la masculinité, il y a des hommes forts. Ok? C'est juste que, d'abord, il faut se rappeler comment on devient des États. Comment cette manie-là de changer les constitutions, de se maintenir né, ça ne vient pas de nous. Les États africains naissent de quoi? De la conférence de Berlin, du calcul des intérêts des Occidentaux, qui se battaient entre eux, c'est leur combat. Ils se battent par proxy ici, ça vous rappelle rien? C'est la même chose, non? Ils font leurs échanges de carrés. Quand tu fais ton échange de carrés, vous avez intérêt à maintenir vos hommes au pouvoir. C'est les Occidentaux qui nous disent que non, on a maintenu Mobutu parce que... Il y avait la guerre froide. Voilà. Et qu'on ne voulait pas que le Congo soit soviétique. Nous, quand on a eu l'indépendance, c'était démocratique ou pas? C'était démocratique. Mais au nom de quoi on a tué notre Premier ministre? C'est les Congolais qui ont tué notre Premier ministre? Non. Alors, au nom de quoi on a tué notre Premier ministre? Pour l'interdire de ne pas avoir l'aide russe. Alors, ils mettent soviétique. Ensuite, ils disent non, il est trop mou. Ils mettent Mobutu. Mais cette maladie-là, c'est pas nous qui la créons. Et vous pensez qu'on est dans une forme de continuation aujourd'hui? Je dirais juste... C'est-à-dire que c'est la logique à l'envers de la guerre froide aujourd'hui? Je dirais ceci. Je dirais que la démocratie, c'est un processus qui doit arriver à une certaine maturation. Aujourd'hui, nous avons des contre-exemples de ce qui se passe au Sahel. Regardez le Nigeria. Ils sont à leur 40e élection alternance pacifique. Je pense que c'est la 4e. Hein? La 4e, oui. Le Nigeria a fait 30 ans de transition militaire. Oui, c'est ce que je dis. C'est que nous sommes dans un processus. Les Français eux-mêmes, on l'a dit ici, ils ont eu révolution, Voltaire, tout ce que tu veux, ils sont revenus... Ils ont fait combien de temps avant? Moi d'ailleurs, je trouve que c'est pas populaire ce que je dis. Je trouve qu'on va plus vite d'ailleurs. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses. Je dirais que c'est dans l'ordre, c'est pour ça que le Botswana est appelé un miracle. C'est dans un ordre naturel des choses. C'est-à-dire que ça prend du temps pour mettre des institutions fortes.
Ça prend aussi des hommes forts pour mettre des institutions fortes. Je dirais que c'est un processus. Nous ne sommes pas un peuple qui est incapable de faire des institutions, ce genre de choses, non. C'est juste que ça nous prend un peu, ça prend du temps. C'est juste que ça peut-être même que nous, ça nous prend moins de temps. Ça prend du temps. Par rapport à la question de la puissance en droit international, ben, est-ce que c'est légitime? Ça dépend à qui vous posez la question. Bon, dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours repasser les choses dans ce contexte. On est à ce stade encore. On est dans le monde des Occidentaux. C'est maintenant que l'unipolarité finit. Même lorsqu'il y avait la guerre froide, bloc Est, bloc Ouest, c'était toujours mais la Russie, c'est les Occidentaux. L'URSS, c'est les Occidentaux. C'est les vainqueurs de la guerre. D'abord, c'était leur guerre à eux. Donc, les grands thèmes, les grandes thématiques internationales, c'est leur thématique à eux. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est dans un monde du droit. L'ordre politique international, c'est le droit. Donc il n'y a rien qui est au-dessus de la règle de droit. Dans cette façon de réfléchir-là, il est difficile de replacer ces puissances-là dans des politiques de conquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les États-Unis ont tué plus d'1 million d'Irakiens, ont envahi l'Irak, ont détruit l'Irak pour du pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Passer par les Nations Unies, obtenir le vote au Congrès. Vous comprenez, aujourd'hui, on ne peut plus être... Bon, les Français ne peuvent plus passer à la télé. Bon, écoutez, nous, l'Afrique, ça nous permet de faire ceci, de faire cela, et on a besoin de ressources. On décide. Ils peuvent plus. Faut trouver des stratagèmes. Pour moi, ce serait plus sincère. Oui. Vous comprenez? Donc votre question de légitimité, c'est pas une question... ça dépend de qui on pose la question. Aujourd'hui, nous, les Congolais, on veut le développement, n'est-ce pas? Vous savez, je pense que c'est les Anglais qui disent be careful what you wish for, you just might have it. Ça veut dire, fais attention à ce que tu veux, tu pourrais l'avoir. Le Congo de demain, vous pensez que qu'est-ce qu'on va faire à nos voisins? Vous pensez que nous, si on va être là, non, on reste dans notre... La puissance, c'est comme l'accélération, c'est dynamique. Soit tu es plus puissant que... Ça exige des contrôles. C'est très surveillant. Soit tu es plus puissant que hier, soit tu es moins puissant que hier. En réaction. Bon, plusieurs sujets ont été abordés, mais vous avez posé une question. Ce qui concerne la légitimité d'autres nations. À s'ingérer de ce point de vue-là. À modifier les constitutions. Non, d'abord à s'ingérer. Le fait que la France veuille le président avec qui elle a la capacité de coopérer, c'est parfaitement légitime. Mais c'est pas légitime. C'est parfaitement légitime. Mais la question, c'est que... Pourquoi faire un procès contre la France alors? Le droit, et notamment le droit international, pose un certain nombre de principes. Notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Vous voyez comment les États-Unis ont été jaloux de l'interventionnisme russe, supposément russe, dans leur processus électoral. Ou d'autres, même la France, au sein de l'Union européenne aussi, à qui on a, enfin, les Russes, à qui on a attribué certaines attaques sur le plan cybernétique, etc. Ils sont jaloux de leur indépendance et c'est parfaitement légitime. Et c'est le droit, et le droit international, en fait, qui répond à toutes ces questions-là. D'abord, le principe de non-ingérence. Un État n'a pas à intervenir dans les affaires intérieures d'un autre. Et puis, il y a aussi la charte de l'ONU, qui pose certaines règles en la matière. D'abord, le principe, parce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'organe de l'ONU qui est compétente et habilité à prendre des décisions pour intervenir dans un État sous certaines conditions. Conseil dans lequel aucun pays africain n'est représenté. Ils sont, ça dépend, parce qu'ils sont, il y a 5... Je parle le Conseil de sécurité. Oui, il y a 5 membres permanents, mais il y a 10 membres non permanents. Il y a 10 membres non permanents qui ont un mandat de 2 ans et dans lequel il y a une rotation. Qui n'ont pas le droit de veto. Non, pas le droit de veto, c'est les 5 pays permanents. Oui. Même l'ONU doit être réformé. Et la plupart des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont favorables à la réforme du Conseil de sécurité, mais
quand on rentre dans le cas concret, donc c'est-à-dire des pays qui doivent rentrer comme membres permanents, là il y a des discussions. Parce que la Chine ne veut pas que l'Inde rentre, les États-Unis ne veulent pas que d'autres pays qui peuvent nuire à leurs intérêts rentrent aussi dans le... Bref, c'est encore un autre débat. Mais c'est le droit international en réalité qui règle ces questions-là. Donc oui, un État peut être légitime à soutenir les forces démocratiques. Ils l'ont fait, les Occidentaux l'ont fait pendant toutes ces... encore aujourd'hui. Vous le voyez, en Corée du Nord, ils ont clairement pris le parti, un parti anti-régime nord-coréen. Ils ont avancé, ils avancent non masqués. Mais de là à intervenir sur place, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis chaque État, du fait de son histoire, du fait de ses aspirations, du fait des principes qui le fondent comme nation et comme État, est libre de rentrer en association, en résonance avec des mouvements associatifs, ou même politiques. Exactement, politiques. Parce qu'il y a des associations internationales. On peut penser à l'international socialiste, même l'international des libéraux, peuvent tout à fait participer des mêmes cénacles sur le plan international. Alors, si on suit très bien ce que dit le président français, qui trouve des raisons sur, par exemple, l'échec des organisations démocratiques en justifiant les coups d'État. Moi, j'y rajoute à ça des raisons sécuritaires, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Sahel, c'est quand même le terrorisme, énormément dans ces régions-là. Et beaucoup des militaires qui viennent, je prends l'exemple de Burkina Faso et du Mali, c'est au nom d'une forme d'interventionnisme contre ces mouvements-là. Et on prend une autre question, c'est la question du développement. Les conditions sociales font qu'aujourd'hui, après des années de démocratie, les gens ont toujours ras-le-bol. Je vais poser la question de la RDC dans tout ça. On réunit les échecs des processus démocratiques, les échecs de sécurisation, les échecs de développement. Est-ce que la RDC est en posture de craindre un mouvement comme 97, comme 65, ou comme ce qui se passe aujourd'hui ailleurs, au Gabon et au Sahel? Bien entendu. Bien entendu, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un coup de force venant du corps militaire. Pas à l'abri. Derrière moi, il y a à peu près un mois, on a vu les GR, la garde républicaine, défiler dans les boulevards, dans les rues ici. C'était pour la francophonie. C'était pour la francophonie. Mais aussi, il y avait aussi une autre visée de démontrer, d'opérer une démonstration de force. Aussi une solidité de l'appareil militaire et sécuritaire de la ville et de la capitale. Il y avait une campagne d'insécurisation. Mais on n'est pas à l'abri. Pourquoi serait-on, nous, à l'abri? Nos institutions ne sont pas assez solides pour tenir le choc. D'où une grande vigilance de nos autorités sur cette question-là. Une très grande vigilance. Et une réforme qui doit être mise en œuvre actuellement. Et qui est mise en œuvre actuellement d'ailleurs dans notre corps militaire. Ce sont des sujets très 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 sensibles et qui requièrent la plus grande attention de nos autorités. On n'est pas à l'abri. On l'a vu juste quelques heures après le coup d'État au Gabon. Le président Paul Biya camerounais. Et Paul Kagame également. Paul Kagame aussi. On l'a vu au Togo. Nassimbe aussi, qui a changé les autorités militaires, les généraux, etc. au sein de leur armée. Bien sûr, on n'est pas à l'abri. Et pourquoi? Parce que l'état de droit prôné par le chef de l'État et nos autorités politiques n'est pas encore effectif ici. Il faut faire un réel travail, un travail en profondeur de compréhension, de faire comprendre à nos militaires, à notre population, et même aux hommes politiques, de l'importance du respect de la règle de droit. Dieu merci. La même question. Est-ce que la RDC, en raison de tout ce que j'ai dit tantôt, est à l'abri d'un mouvement de retour de l'armée au pouvoir? Je sais que la télé c'est le temps, mais ça va me permettre de revenir sur la question de la légitimité. Très rapidement. Très rapidement. L'autre fois j'ai dit ici, je crois sur ce plateau, les droits en tant que l'ensemble des prérogatives reconnues à un individu
soit on doit jouir de ces droits-là, soit on doit exercer. Alors, c'est tout à fait légitime, par exemple, pour les Occidentaux, de revenir en intervention ou bien dans des déclarations par rapport à ce qui se passe en Afrique. Oui. C'est au nom de la solidarité internationale. Ils jouissent de ces droits-là et puis ils exercent ces mêmes droits. Nous, par contre, nous ne voulons pas exercer de ces droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, bon, l'exemple n'est pas loin, la situation de l'Ukraine prévaut toujours. Ça veut dire nous-mêmes aussi, Africains ou Congolais, nous sommes en droit de déclarer, de tenir des déclarations à propos. L'Union africaine a même envoyé une commission de bons offices. C'est un droit reconnu à tous. Oui, pour vous dire qu'on est en plein exercice de ce simplement. Si, je viens de vous dire que l'Union africaine a envoyé une commission des bons offices pour la question. C'est tout à fait légitime que les Occidentaux reviennent tout le temps dans des déclarations d'intervention. Au nom de la solidarité internationale. Moi, ça ne me gêne pas. La deuxième question, par rapport à la légitimité des changements de constitution. Moi, on m'a appris à l'université que la constitution a une vie. La constitution naît, on la crée, la constitution se développe, c'est-à-dire que la constitution est un souffle de vie, et la constitution peut mourir. Un peu comme un être humain. Oui, un peu comme un être humain. Ça veut dire que tout ça, ça doit suivre maintenant une certaine adaptation par rapport aux réalités présentées dans la société. Ça veut dire que si le peuple est d'accord avec ça, ce n'est pas un tabou pour quiconque de vouloir modifier la constitution. Mais le résultat, il est quoi? C'est quoi le résultat? C'est quoi le but? Lorsque ce n'est pas un péché de changer une constitution, bien de la modifier, mais vous la modifiez, vous la changez pour quelle finalité? C'est ça, parce qu'on doit... Donc la question sociale, la donne sociale. Voilà, c'est ça la donne sociale, parce que nous avons, comme on ne peut pas tous gérer, on a dévolu ces pouvoirs entre les mains d'une seule personne pour notre bien, pour les bien-être de tous. Mais celui-là ne peut pas abuser de ces pouvoirs-là. C'est ça. C'est comme ça. Donc pour vous, le problème, en fait, c'est juste l'inadéquation entre les règles démocratiques et les conditions sociales. Et les conditions sociales, c'est ça. Parce que j'arrive au pouvoir. Je reviens sur cet exemple. Moi, j'aime cet exemple-là. Et si j'ai pris le ciel, qu'avant qu'on finisse, qu'on termine cette émission, que tout le monde s'accorde avec moi, avec ces raisonnements. Ça, je ne crois pas possible. ça, je ne crois pas possible. C'est la dictature, ça. C'est dans la démocratie. Donc, justement, j'ai pris le ciel que tous se conviennent. C'est ça. C'est ça même, les réalismes. Le plus important, c'est les gens qui nous regardent. C'est l'état de droit. Modifier la Constitution, mais pour quelle finalité? Il faut qu'on se le dise. Tu veux demeurer au pouvoir, mais fais-nous quelque chose. Démontre-nous que tu es capable de demeurer aussi longtemps au pouvoir. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui pousse aujourd'hui, parce que j'ai dit, la population n'a pas une force assez réelle comme celle des militaires. C'est comme ça que les militaires entrent en jeu. Parce que je reviens au propos de Dan, il a tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, on parle quand même une même langue. Ça veut dire qu'on en a marre. On ne peut pas privatiser tout un État. Vous privatisez l'État, mais pour aucun résultat finalement. C'est ça les dangers, c'est ça la raison de tous ces mouvements de coups d'État aujourd'hui en Afrique. Parce que on en a marre. Les militaires entrent en jeu pour défendre la population qui est faible. Il y a donc une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que la démocratie est une source de développement, par exemple? On va revenir à ma question, mais je pense que les débats sur la démocratie et le respect des règles démocratiques est bien plus intéressant. Responsable. Effectivement, chacun est responsable de son pas se tromper dessus. Allez-y. En fait, Dieu merci veut nous dicter sa loi. En bon africain. Désolé, mais... Qui défend la démocratie, par contre? Il défend la démocratie, mais il est en train d'appliquer une certaine forme de dictature. Allez-y. Est-ce que la démocratie, aujourd'hui, on peut dire que la démocratie est une source réelle de développement? Le développement et la démocratie ne marchent pas forcément de pair. Parce que moi, je pense qu'il y a eu des systèmes politiques, parce que la démocratie est un système politique parmi tant d'autres, et la démocratie ne garantit pas forcément le développement. Comme tous les autres systèmes politiques. Il y a eu des systèmes, il y a eu des États qui ont vécu dans la dictature et qui sont parvenus, par exemple, à atteindre un certain seuil de développement, parce que le développement aussi, c'est relatif. Vous voyez?
Et beaucoup d'États d'ailleurs. Et beaucoup d'États. On n'est pas le code de la Si France. on parle de la dictature, selon ma compréhension, prenons par exemple la Libye de Muammar Kadhafi. Et la Libye actuelle, vous voyez, je ne sais pas si la démocratie y est encore installée à l'état au moment où l'on parle. C'est un chaos total. C'est toujours un chaos. Mais moi, je pense que le développement est un concept propre qui demande des méthodes, qui a des méthodes propres et qui s'appliquent dans une société en rapport avec la culture et la sociologie même de cette société. Effectivement. Vous voyez, si vous voulez atteindre un certain niveau de développement, il faudrait que vous mettiez des mécanismes qui s'accommodent à votre vision de développement et qui s'accommodent à votre façon de faire et à vos aspirations. Si vous estimez que pour vous la démocratie marchera forcément et vous conduira à un certain niveau de développement, tant mieux. Et si vous trouvez que pour vous, vous appliquerez la démocratie, mais sous une certaine forme par rapport à vos aspirations, par exemple la Chine n'applique pas la même démocratie que la France, ou les États-Unis ou l'Angleterre. Et je profite d'ailleurs, puisque vous dites que le développement est une question, je vous résume, un peu culturelle, qui répond à des stratégies et des méthodes propres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est encore temps en Afrique de parler de la question de la démocratisation? C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui doit venir avant comme vous avez dit, les questions de développement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit venir en politique avant l'économie? Est-ce que c'est la question de refondation de nos États? Est-ce que c'est la question des constructions des nations propres? Qu'est-ce qui doit venir avant l'économie? C'est très important parce que moi je pense que d'abord la première question c'était en rapport avec la démocratie. Avec la démocratie. Vous regardez par exemple la Chine d'aujourd'hui. La Chine fit 60 ans avant, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un miracle, vous voyez. Et les dirigeants qui se sont succédés ont compris cela. De par Mao, ils ont commencé par fonder une véritable nation, parce que la Chine déjà c'est une nation millénaire, mais ils ont commencé par refonder cette nation-là par la révolution culturelle chinoise. Ils ont mis en place une révolution, ils ont changé les mentalités, ils ont créé une nation, ils ont mis des aspirations et un modèle politique. Pardon ? Ils ont tué des millions de gens. Bon. Il faut tout dire. Il faut tout dire. La méthode, bon, ça va. L'honnêteté intellectuelle vous commande. Ils ont tué parce que la Chine de Mao, c'était quand même. Parce que moi, je pense que on ne peut pas. Même dans les démocraties, on tue. Hein. Même les démocraties. Faut voir l'histoire américaine avec les Indiens. Tout processus qui mène à un développement a toujours des enclenches pareils. Il ne laisse pas sa vie, mais ici. Moi, je pense que la Chine est un vrai modèle. Est un vrai modèle dans la mesure où... Parce qu'il a réussi. Bien entendu, c'est ça l'objectif même, c'est réussir, c'est atteindre le développement. Vous voyez, la Chine a, a quitté d'un État pauvre, aujourd'hui a une super puissance. Elle a sorti plus de 800 millions de personnes en pauvreté, c'est des chiffres exacts. C'est des faits. En moins de 100 ans. Et l'Afrique, nous, on n'a pas forcément besoin d'une démocratie à l'occidentale. Mais il n'y a jamais eu de démocratie en Afrique. Hein. Donc l'Afrique et la Chine partagent la même jamais ici. Attendez, pardon, vous dites qu'il n'y a jamais eu de démocratie? Il y a une façade en Afrique, il n'y a jamais eu une démocratie à proprement parler. Au Sénégal, le Sénégal actuellement se développe. Donc vous pensez que... Et d'ailleurs, le Sénégal est devenu une démocratie après Léopold Sédar Senghor. D'abord, je voudrais répondre à cette question. Je ne sais pas si vous souhaitez passer la parole. Allez-y, vous avez la parole. Déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Démocratie, l'étymologie du mot nous l'enseigne, c'est le pouvoir au peuple. Donc, c'est posé comme principe de base que le souverain de la nation est le peuple. C'est le peuple. C'est ça la démocratie. Il y a beaucoup de relativisme. Ensuite, il y a des nuances dans les démocraties. Le processus électoral, le processus politique, le système politique anglais n'est pas le même que le français ni l'américain, avec les Suisses. Il y a des modalités pratiques qui concernent chaque nation. Mais en réalité, la démocratie, la question se résume finalement à un questionnement qui tranche la question de la légitimité dans la nation. Effectivement. Les détenteurs du pouvoir qui exercent le pouvoir public, qui le désigne, pour combien de temps,
sur base de quel mandat et s'appuyant sur quel principe? Au nom de quoi ils sont légitimés? Au nom de quoi ils sont légitimes? Qui tranche cette question-là? On va rentrer directement pour parler d'ailleurs du processus électoral. Allez-y, oui, allez-y. donc c'est ça. Donc c'est la question d'abord, la démocratie, la question de la légitimité. C'est les nuances qui peuvent se poser. Parce que vous parlez de la question chinoise. La légitimité du parti populaire chinois tient à leurs promesses. On s'occupe de la question politique uniquement et on vous donne des résultats sur le plan économique et social. C'est ça le pacte avec le peuple chinois. Maître Eric, oui, permettez-moi quand même de vous poser la question parce que Dan m'a permis de faire la transition directement sur le processus électoral. Vous savez que la CENI a convoqué l'électorat présidentiel. Donc d'ici 4 mois, on ira encore une fois aux urnes. Il pose une très bonne question. Au-delà de la démocratie, parce qu'il existe des démocraties, la question fondamentale, c'est la question de la légitimité. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que nous, qui avons commencé les processus de démocratisation depuis les années 90, il est temps maintenant qu'on a des processus électoraux installés, ça va faire quand même 4 fois qu'on va aller voter, il est temps maintenant de poser la question de la légitimité de nos dirigeants? C'est une question complexe. D'abord, je dirais que les systèmes politiques, ce qui emmène le développement, c'est pas la culture ou la question de légitimité, selon moi. Peu importe le système politique, le développement vient d'abord de la stabilité. C'est ça qui oppose avec... Mais c'est ça justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que la démocratie permet une stabilité. Parce qu'elle tranche la question de la légitimité et de l'alternance et des différents pouvoirs publics qui peuvent se succéder. C'est un cadre stable. Génère la stabilité. Mais vous ne pouvez pas développer un pays dans l'instabilité, c'est impossible. Dans la guerre civile, dans les coups d'État, dans les affrontements entre partis militaires et violents, c'est impossible de construire un projet de développement. Oui, ce que j'ai dit justement. Allez-y, maître. C'est la question de la stabilité. Peu importe le système politique. Le désavantage des anciens systèmes politiques, c'est que lorsqu'il y a un changement de régime, ça se fait par la violence. Et ça crée une instabilité par conséquent. Voilà. Or, la démocratie permet, même si quelqu'un fait 15 ans, peu importe le système, il y a une alternance pacifique, plus ou moins. En parlant de la Chine, vous savez, en 1954, je crois, on a la conférence de Bandung. Il y a les Africains, il y a les Asiatiques. En matière économique, il y a une statistique intéressante. En 60, dans les années 60, la Chine, qui est pratiquement un sous-continent, et l'Afrique, on a une statistique commune. C'est-à-dire que sur 100% de l'assiette d'un Africain, 60% est produit localement. 40% est importé. C'est la même statistique en Chine. C'est des études qui ont été menées. Aujourd'hui, les Chinois ont inversé ça. Sur l'assiette d'un Chinois, plus de 60%, on est à 65 ou 70%, de ce qu'un Chinois consomme est fait en Chine. Le reste est importé. En Afrique... On a aussi inversé ça. Non, ça a explosé. 97 à 97% de ce qu'un Africain consomme est importé. Et ça, c'est dû exclusivement à l'instabilité politique. Pas seulement. C'est pas unidimensionnel. Si, je trouve quand même. Non, il y a l'instabilité politique, il y a les ingérences. Vous comprenez oui, mais ça participe à l'instabilité. Lorsqu'on fait des analyses sur... Parce que depuis les années 60... Oui, mais il ne faut pas avoir des... Ça, c'est des raisonnements à la François Hollande. C'est-à-dire que tu as passé ton temps à me manipuler et au résultat de ta manipulation, oh mais lui il ne sait pas se contrôler. Oui, mais si on te manipule à un moment donné, il faut accepter que c'est toi qui es faible également. Oui, mais la faiblesse ne te donne pas la légitimité. C'est ça la question. Et puis, c'est quel rapport de force? C'est les rapports des États. Oui, c'est les rapports des États, mais ça n'en fait pas quelque chose de légitime. Et ça ne te déresponsabilise pas. Je suis d'accord. C'est ça la question. Je suis d'accord. Il ne faut pas se lever un matin. Oh, les Africains, ils ne savent pas faire l'alternance. Mais
Vous avez passé votre temps à tuer nos héros nationaux. Ils ont tué les embryons de nos institutions. Ça leur déresponsabilise pas. S'il vous plaît, vous savez... Non. On ne se donne pas de petits noms. On se donne pas de petits noms. Mais permettez... C'est un compliment. Non, pardon. Allez, finissez. Voilà les attaques personnelles. Voilà les dictateurs. Pas l'attaque personnelle, finissez quand même. Finissez cette petite Non, idée. il faut me laisser. Oui. Parce que là, il me fait perdre le fil. Pour que j'entre dans son jeu. Allez-y. Non, ce que je veux développer, c'est ceci. C'est que les institutions, les leaders, il y a les institutions et les leaders. Les leaders les plus légitimes que les Africains aient eu aux naissances de nos démocraties. Mais les institutions les ont tués. On ne peut pas faire comme si c'est quelque chose d'anodin ou c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Lumumba, on l'a trempé dans de l'acide. C'est Lumumba qui fait le discours de l'indépendance. Quelques mois après, on l'a trempé dans l'acide. Il était extrêmement légitime. Après, il n'était pas prévu au programme. Oui, quand il a prononcé son discours. Ça, c'est de l'ordre protocolaire. Il est trempé dans... Est-ce qu'il était légitime aussi? Bien sûr qu'il est légitime. Qui est plus légitime Il a gagné les élections du 30 juin. Qui est plus légitime en 1960, là, il avait gagné les Il avait élections. tombé, Aucun homme politique n'était plus légitime. Qui est plus Il légitime avait gagné les premières élections. Il avait un parti national. Voilà. Contrairement aux autres leaders politiques, il y avait des partis qui était plus légitime claniques, ainsi de suite. Et là, c'est le parti de Lumumba qui avait remporté les élections, justement. Effectivement. En 60, je suis d'accord. Voilà, raison pour laquelle il a été promu au rang de Premier ministre dans un système politique législatif. Mais aujourd'hui, nous allons aux élections, beaucoup plus concrètement. On ne peut pas tremper quelqu'un dans l'acide. Après, mais pourquoi vos leaders ne sont pas sérieux? Vous éliminez Sankara. Vous assassinez Sankara et puis vous vous plaignez de celui que vous avez mis au pouvoir. C'est pas un Européen qui a tué Sankara comme ça. Mais non, Dieu merci. Mais on sait qu'il y a des Européens... Pas de naïveté sur le plateau, s'il vous plaît. Il y a des Européens... C'est des choses connues. C'est des choses connues aujourd'hui. Quand je vous envoie tuer quelqu'un... Même dans la sphère politique européenne, il y a des hommes politiques européens qui obligés de faire cet acte-là. Oui, mais est-ce qu'il faut déresponsabiliser? Est-ce que ça t'enlève la responsabilité? Mais les Européens aussi ont les leurs. Une grande Et moi, la question que je veux poser... Quel était le... Élie, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout être dans des choses théoriques. Il faut voir aussi les choses dans un sens pratique. Quel était le rapport de force à l'époque? Le Gabon, lorsqu'ils ont leur indépendance, c'est 800 000 habitants. Effectivement. Il n'y a pas une usine au Gabon. Tu vas comparer le Gabon, le rapport de force du Gabon et la France, quelle est une puissance nucléaire? Pas du tout. Il faut qu'on arrête d'avoir certaines discussions comme si certains rapports de force sont inégaux. Ça doit enlever le concept de choix. Et c'est ça même le rôle du droit international. Oui, sinon on vit dans la jungle. Soyons sérieux. Sinon on vit dans la jungle. On vit toujours dans la jungle. C'est comme si un homme se bat contre 20 personnes. Et vous dites, ah, tu aurais pu te battre. Ils étaient à 20. Oh, tu étais un lâche. Oui, mais je reviens à toi, Dan, la question de la légitimité. Quand même, parce que c'est une question qui nous suit énormément dans notre histoire politique. Et moi, je pense que, un peu comme vous, que énormément de retours militaires qu'on a connus dans ce pays, c'est en raison de la question de la légitimité. Si on se rappelle des 65, c'est toujours, pardon, oui, les 60, le premier coup d'État de Mobutu, c'est la légitimité. La classe politique commençait à poser un désordre. 65, pareil. 97, n'en parlons pas. La conférence nationale souveraine qui sortait d'une forme de désordre extraordinaire, où on avait 2 gouvernements quasiment, on avait 2 premiers ministres et compagnie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC, plein au cœur d'un processus électoral, a encore de réponses à apporter sur la question de la légitimité des animateurs? Ouais, bien entendu. Il y avait l'homme politique qui disait la démocratie serait une bonne chose si elle existait vraiment. En réalité, c'est un débat qui court toutes les nations et depuis le commencement de l'histoire politique des hommes, en réalité. C'est la question de la légitimité. Quel système est le plus adéquat, le plus performant? Qui peut produire les plus légitimes. Voilà, les élites capables de diriger. C'est ça la réelle question. Et la démocratie,
Parce que la démocratie, c'est un terme un peu générique dans lequel on peut tout mettre. C'est vrai que même les Chinois se déclarent étant des démocrates aussi. Sauf que leur pacte politique est différent. Eux, leur légitimité tient au développement. Demain, à la crise, si la Chine connaît une crise économique et une régression du niveau de vie de la population... Là, on peut chasser un président là. On ne peut pas le chasser. Mais la question de leur légitimité va se poser. En réalité, bon, vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas efficace, vous n'apportez pas les résultats que l'on attend. Pourquoi vous êtes là? Et notre niveau, problème, notre question de légitimité se pose à quel niveau? Est-ce que c'est tribal? Est-ce que c'est économique? Mais d'abord, la question de la légitimité chez nous tient d'abord au non-respect de nos propres textes. C'est ça le problème chez nous. Les textes que le président de la République promulgue, que le Parlement débat, met en discussion, vote, l'administration chargée d'appliquer les textes sont ceux-là, instrumentalisés par les politiques, par les autorités, parfois même par des opposants, par aussi le phénomène de la corruption, qui aujourd'hui n'est plus la dérive chez nous, mais est devenu le système. La corruption est un système. Ce n'est plus juste la dérive, mais nos propres règles que nous-mêmes on fait voter ne sont pas appliquées. Et on revient après en disant oui mais la démocratie ne marche pas. Mais on n'a même pas encore mis en place véritablement un système démocratique où la voix du peuple est entendue en tant que souverain et appliquée par les pouvoirs publics. Et on ne peut pas venir nous dire oui mais la démocratie n'existe pas, enfin la démocratie ne marche pas. Mais la démocratie n'a jamais été mise en œuvre dans ce pays. Maître Eric, est-ce que vous pensez que les élections qui arrivent doivent s'articuler autour de la question de la légitimité, comme a dit Dani? Ça veut dire, pour lui, il estime que la légitimité part d'abord du non-respect des textes. Moi, je pense, je pourrais me dire que la légitimité chez nous est encore une question tribale. Est-ce qu'un Mukongo accepte-t-il facilement un Kassaya et compagnie? Est-ce que vous pensez que ces élections doivent s'articuler autour de Moi, je pense que la question tribale existe, mais elle n'est pas... On n'est pas sur ça. Je pense pas que ça dérange telle tribu d'être dirigée par une autre tribu. La question de la légitimité en RDC, pour moi, tourne autour de la crédibilité du processus électoral. C'est ça qui est difficile, de plus en plus difficile à faire, permettez-moi l'expression, avaler aux populations africaines. Surtout que les systèmes sont plus digestes lorsque l'économie fonctionne. À cela, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ces mouvements-là, effectivement, ça vient après des questions électorales. Ça appelle aussi la responsabilité de l'Union africaine. Parce on commence à voir une pathologie, des traits. Il y a un ressenti profond. Moi, en tout cas, je pense qu'on doit aller vers l'alternance paisible, pacifique, tout ça. Mais il faut entendre aussi les cris d'alarme des peuples. Il faut appeler nos dirigeants, nos leaders à la responsabilité et tout faire pour que le processus électoral soit crédible. C'est-à-dire qu'on aurait une crise encore plus profonde si le peuple ne croit plus à ce qui se passe aux urnes. On va être dans une question, les gens vont être dans une question, on va pas voter. Regardez déjà la difficulté que des démocraties historiques ont à faire les résultats chez eux. Oui. Il y a des campagnes, il y a des sensibilisations pour que les gens aillent voter en France. Si vous faites les calculs avec le taux d'abstention et les répartitions de voix, Macron il est élu à 17 ou 20% de la population française. C'est la pire élection de la 5e République. Il y a une crise de légitimité. Il est élu par défaut. Il est comme élu par défaut. Nixon, la même question. Vous pensez, parce qu'on est vraiment en train de finir, on va faire un petit tour de table rapidement. La même question en 1 minute. Est-ce que vous pensez que les élections prochaines sont les élections de la question de la légitimité? Maître Eric a dit que la légitimité passe
par la crédibilisation du processus électoral, Dan a dit que la légitimité passe par le respect déjà des textes établis. Ils s'y rejoignent un peu, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la légitimité passe par tous les deux. Le respect du processus, l'inclusivité, et que les résultats qui seront proclamés soient réellement la volonté populaire. Ouais. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on voit depuis 2011 jusqu'à présent, je dirais même depuis 2006 jusqu'à présent, on n'a pas vraiment l'impression, d'avoir connu de vraies élections chez nous ici. Et tout partira de là. Quand le président est légitimement élu par la population, il se sent redevable à cette population-là. Et ce devoir de redevabilité-là mettra une relation de confiance entre la population et le président élu. Et le président élu aura à travailler en tenant compte des aspirations et des promesses faites à cette population. Il n'aura pas de compte à rendre à un certain gourou, je ne sais quoi, qui l'aura placé là. Donc c'est très important de mettre l'accent sur la crédibilité des élections. C'est très important aussi de regarder l'offre politique qui sera donnée. C'est-à-dire un programme, comment dire, il ne faut pas qu'on nous vende seulement du vent. Un programme pragmatique. Un programme pragmatique, responsable, parce qu'on a des vraies questions. Qu'on peut tester. Voilà, on a des vraies questions qui dérangent le Congolais, telles que la sécurité par exemple, les sociales, parce que nous sommes encore à ce stade-là, la nourriture, la sécurité, l'électricité, l'eau, donc c'est très important. Il y a la donne politique et toutes ces choses-là, c'est très important pour pouvoir vivre cette alternance pacifique et avoir des autorités légitimes. Dieu merci, dernier tour de parole. Est-ce que vous pensez que les élections de 2020, de décembre 2023, sont des élections de la légitimité? En une minute. Bon, en une minute parce que l'émission est terminée. Les temps nous est imparti. Effectivement. Vous savez, lorsqu'on organise des émissions pareilles, c'est non seulement pour donner son opinion personnelle, mais cela a aussi un rôle de connaissances. C'est-à-dire que ce que je ne connais pas, je peux l'apprendre sur ce plateau. À ce sujet, je voulais qu'on rediscute sur la notion de la légitimité. Qu'est-ce que vous appelez légitimité ici? Parce qu'il semble bien que vous parlez de la légitimité par rapport à l'homme dirigeant. C'est lui qui dira. La légitimité, à mon avis, c'est juste avoir l'animateur que le peuple a choisi. Mais s'il faut faire une statistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, la légitimité? D'après mon entendement, c'est que nous sommes des compétiteurs devant les élections et le peuple nous élise. Seulement, le score, il est tellement serré que moi, j'obtiens par exemple 51 et l'autre obtient 49. Alors, sur ces chiffres-là, vous allez dire que moi, je ne suis pas légitime parce que j'ai obtenu 51. Et comment attester? Non, la question de la légitimité ne se propose pas sur ces points-là. À ces points-là, non. Quand c'est conforme aux règles établies, c'est là qu'on parle de la légitimité. Certes, le score est serré, mais si la personne qui a obtenu 51 a réellement obtenu ce score, comment démontrer c'est réellement? C'est un match de foot. Comment dans un match de foot, c'est réellement? Vous êtes légitime à voir. Parce que la question c'est ça, comment mesurer c'est réellement? S'il vous plaît. Comment savoir que c'est vous qui a... Je vous gagne par exemple au tir au but. Vous direz que je ne suis pas le Vous êtes dans l'idéalisme. Et ça, moi je propose, s'il vous plaît, Elie, je propose de lire les livres du professeur Essambo sur le droit électoral. Il parle de ces choses. Il démontre que la fraude, elle est naturelle. Il ne faut pas vous fier. Non, écoutez, le problème c'est quoi? Toute élection est entachée d'une fraude électorale. Mais on va faire avec le mien ce qu'on peut. Allez lire. Moi, j'assume ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Non. Vous êtes trop dans l'idéalisme. Mais vous relativisez. Moi, j'ai 51%, tu as 49%. Je t'ai battu, je suis légitime. Automatiquement, je suis légitime. C'est ce qu'on dit. Dan, je te pose la dernière. Pardon, excusez-moi. Permettez-moi de reprendre le débat. Je te pose la dernière question en partant justement de ce que Dieu merci vient de dire. Il dit ce qu'il dit, mais moi je prends quelque chose que je trouve cohérent. Comment on mesure réellement la légitimité? Ça veut dire comment on sait que... Je prends un cas simple. Les élections de 2006, ça oppose Jean-Pierre Bemba à Joseph Kabila. Comment dire exactement, réellement, que c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné
ou que c'est Joseph Kabila qui a gagné, du moment où on conteste, par exemple, beaucoup de gens contestent, les déclarations ou les résultats déclarés par la CENI. On a vu ça en 2011, on a vu ça en 2018. Comment mesurer réellement la légitimité? Bon, mais la question à ce niveau-là, c'est celle des institutions, celle du contrôle, celle du suivi. Pour savoir qui véritablement a gagné. Celle du recomptage des voix et le respect de la procédure et le respect, encore une fois, de la règle de droit. En réalité, la question de la légitimité, c'est une question aussi ancienne que la politique. Qu'est-ce qui rend légitime l'un plutôt que l'autre? Et en réalité, en tout cas notre législateur, a tranché cette question par la règle de droit, le respect de la règle de droit. C'est d'abord la loi que l'on vote, qui est appliquée, qu'on doit respecter, qui produit la légitimité politique. C'est la question de la règle de droit. La légitimité, elle varie en fonction des pays. Celui qui a eu 51, 49%, mais vous savez que dans d'autres pays en Europe, la Constitution française est unique en Europe. Toutes les autres constitutions, c'est des régimes parlementaires. Toutes les autres en Europe. Les États-Unis, c'est un régime présidentiel, mais eux, ils sont dans tout autre contexte. Mais en Europe, le régime semi-présidentiel, je lisais encore l'ouvrage, il y a quelques années de Duverger. Oui, mais on a fini. Oui, bon, je vais aller très vite. Allez très vite parce qu'on a fini. Je vais aller très vite. En réalité, la question, c'est de rendre sa force à la loi. Et faire en sorte que l'administration soit efficace et applique les règles et les textes votés par notre représentation nationale. Après, on pourra voir la question de la légitimité, ses nuances, ses modalités pratiques, on pourra voir tout ça. Mais d'abord, faire respecter la loi et rendre le processus électoral qui est en cours actuellement crédible, sincère et intègre. Après, je pense que le reste, on pourra toujours en débattre en tant que philosophe, mais d'abord le respect de la loi. Merci à vous d'avoir participé au débat. Moi, je pense personnellement que la légitimité est au cœur de la démocratie, effectivement, parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et la légitimité, comme a dit Nixon, crée de la redevabilité, qui, elle, ensuite, crée de la confiance. La confiance installe une forme de stabilité. Et ce n'est qu'après cela qu'on va atteindre les développements. Mais tout ça est possible à une seule condition, c'est qu'on ait le peuple qu'il faut pour la démocratie qu'il faut. Il faut à un moment donné que la responsabilité du peuple soit celle de la vigilance. Parce que la légitimité, c'est aussi la vigilance populaire. Il n'y a que le peuple qui peut surveiller la clarté d'un processus électoral. Il n'y a que le peuple qui peut surveiller la clarté d'une gestion de la République. On ne peut pas se dédouaner de notre responsabilité et commencer à revendiquer le développement. Ce n'est pas possible. Cette émission est terminée. C'était l'info du week-end. Aujourd'hui, on a parlé de coup d'État, on a parlé du processus électoral, on a parlé de la question de la démocratie et je pense qu'on vous a enrichi par les échanges que vous venez de suivre. Restez branchés sur le programme de Siloé Télévision. On vous retrouve le samedi prochain pour un autre sujet d'actualité. Merci beaucoup.